tous, c'est Pierre pour Technoid et bienvenue pour ce test un peu particulier puisque on va tester un appareil photo. Ça a changé un petit peu d'habitude puisque tout simplement il fallait que je fasse un petit peu évoluer mon setup pour tourner les vidéos. Donc là forcément c'est pas l'appareil photo qui filme, c'est le Nubia Z17 Lite parce que c'est avec lui que j'avais sous la main et dont la qualité est pas forcément dégueu, notamment au niveau du micro. Ce qu'il fallait, donc jusqu'à maintenant si j'étais avec un Zenfone 3 pour tourner, et donc ce qui fait qu'il a fallu que je fasse évoluer, donc j'avais un budget, je me suis dit soit j'arrive à garder un gros smartphone, soit va falloir que j'investisse un peu. Quitte à investir, autant prendre la crème de la crème, c'est-à-dire un réflexe, un hybride ou quelque chose. Je ne connaissais absolument rien du sujet, à part les quelques photos que j'ai fait avec ma copine, puisqu'elle a un appareil photo, et qu'elle fait quelques photos. Ce qui fait que j'ai dû l'assister, donc là-dessus je connais un peu, mais après savoir qu'est-ce que ça représente son appareil photo dans l'océan d'appareils photo, parce qu'il faut s'y retrouver autant que les smartphones, c'est compliqué. Ce qui fait que vous avez Nikon, Canon, Panasonic et je ne sais quoi d'autre. Sauf que par exemple, les Nikon, j'aime pas du tout leur ergonomie pour en avoir pris en main une fois, je trouve ça dégueulasse. Bon, après c'est un choix, alors que j'aime bien les Canon. Mais j'étais parti à la base pour un réflexe, sauf que après quelques recherches, il s'est avéré que les hybrides qui sont mirrorless, donc ils n'ont pas de miroir pour la visée, etc., sont globalement meilleurs au niveau de la photo. Donc déjà, ça c'est déjà un bon point. De plus, en général, ils sont un peu moins chers. C'est un peu la grosse tendance qui est en train de monter, et je n'avais pas besoin forcément de plus. Mes critères de base vont définir aussi pourquoi j'ai acheté cet appareil-là, et pourquoi je vais le recommander aussi, parce que je l'ai apprécié, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. C'est que, donc mes critères. Déjà, le critère principal, un bon appareil photo. Et vidéo, notamment. Mais bon, ça c'est normal. Mais surtout, dans les critères, c'est d'avoir un objectif interchangeable. Je ne voulais pas... J'ai un peu cherché pour les hybrides, pour les bridges, qui sont plutôt pas mal en soi, mais si jamais j'ai envie de choses particulières, je ne peux pas. Et ça, si j'ai envie de changer d'objectif, d'un meilleur objectif ou quoi que ce soit, déjà c'est compliqué. Donc déjà, ça c'est bien. De l'autre, il me fallait la meilleure photo possible, ce que propose le Canon. Il faut savoir que c'est un Canon, un objectif 24 millions de pixels de type APS-C. Donc c'est presque ce qu'on appelle du full frame, donc presque quelque chose de complet en termes de trucs. Donc c'est un peu plus petit, donc la photo est un petit peu plus petite en soi aussi, mais c'était ça déjà, et c'est ce qui est répandu, donc chez Canon c'est leur objectif qu'ils utilisent un peu partout, donc on l'a sur le 200D qui est un petit peu plus cher, sur le 77 et le 800D qui sont beaucoup plus chers de ce côté-là, vous l'avez sur le 750D aussi, vous l'avez sur le EOS M100, donc celui-là, le M50, c'est ça que je voulais dire en fait, le M6 et le M5. En termes de gamme M, la gamme M c'est la gamme hybride en fait, donc les côtés très compacts. Donc ça va de 450 €, celui-là c'est le moins cher et le plus compact, jusqu'à plus de 1000 balles. Ça pique un peu. Si je dis pas de bêtises, c'est le M6 qui est le plus cher. Le M50, lui, est 100 € plus cher. Il ajoute notamment le rail, si je dis pas de bêtises, et une visée et une prise micro. Donc pour ceux qui ont ces critères-là, ça peut être bien. Je crois que vous avez aussi la 4K, mais je suis pas sûr, mais ça pose un problème au niveau de la 4K. Ce qui fait que, déjà, il y avait ça. Ensuite, il y avait le côté compact. Donc c'est pour ça que je suis plus allé sur les hybrides, parce que le réflexe, ça prend de la place. Moi, j'avais besoin de quelque chose de compact, donc ça, c'était la bonne chose. Le côté sympa aussi, c'est qu'il est tactile. Ça m'a beaucoup attiré. Il est entièrement tactile, toute la gestion se fait en tactile. Ce qui est très appréciable pour beaucoup de choses, et je me rends compte que j'en suis accro, et je vous expliquerai ça notamment dans la partie photo, pour faire justement le focus, ce genre de choses. Il fallait aussi que, en termes de photos et de vidéos, ce soit complet au niveau des menus, et ça remplissait les critères, c'est-à-dire qu'en termes de vidéo, je peux changer, j'en parlerai, tous les réglages pendant la vidéo, et ça m'est actuellement très très utile. Donc ça c'est une bonne chose, c'est ce que j'avais sur le Zenfone 3 et je changeais les ISO, là c'est pareil, et certains appareils ne permettent pas ça. Aussi, il y avait le mode connecté aussi, le partage tout simplement, qui était pratique, que j'ai pris et qui au final est devenu quelque chose de très très important en termes de choix. À l'utilisation, ça devient beaucoup plus important que ce que j'aurais pensé. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? C'est une bonne question. Après, bon, il fallait bien sûr un peu d'autonomie. Si c'était trop léger en autonomie, je voulais pas. C'est pour ça que le Panasonic a été un peu mis de côté aussi. Et
au final, aussi, ce qu'il y avait, c'était au niveau de la prise son. La prise son, c'est quand même quelque chose d'important. Et bah, j'ai pris justement cet appareil-là pour le côté le son, parce que ce qui est bien, en fait, c'est que je voulais un tout en un. C'est-à-dire que je ne sois déçu sur aucun point, et que tout corresponde à ce que j'ai en sortie de boîte, que je n'ai pas besoin de faire de changements particuliers lors de la sortie de boîte. Ce qui fait que même en vidéo, en fait, il n'y a pas de problème de son, le focus est excellent, il suit bien, d'ailleurs, il est encore mieux que ce que j'aurais pensé. Ce qui fait que le son était important, parce que si jamais l'objectif fait du bruit à chaque fois qu'il fait un focus, que tout simplement il y a du bruit, qu'il y a ceci, qu'il est que mono, qu'il est pas très bon, bah, ça me gavait aussi. Celui-là a un bon son de base, il n'a pas de prise micro, mais j'en ai pas réellement le besoin. Donc après, si vous avez besoin de micro, vous avez le M50 qui est un peu plus cher et qui l'intègre. Et ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport à certains, bah, l'objectif, lui, ne fait pas de bruit. Et ça, c'est important qu'on fasse une vidéo dans le style que je fais. Voilà un petit peu, en tout cas, les bases de ce test. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne et pourquoi je l'ai choisi lui. Mais en tout cas, j'en suis absolument satisfait. Et si vous voulez soutenir et que vous avez un petit appareil photo sympathique pour un peu tout et vous éclater, eh bien, vous avez le lien dans la description. Ça me fait toujours plaisir et un petit revenu en plus. Puis là, ça va faire une grosse commission puisque c'est quand même 450 € ou 480 pour le plus cher à l'heure actuelle, sans les soldes. Mais il vaut clairement le coup et je vous explique tout ça. Alors, au niveau du design, alors là c'est un peu bizarre, hein. Ça fait très bizarre de tourner avec un smartphone le test. Donc au niveau du design, alors je vais rentrer, donc ce qui fait qu'on a quelque chose que vous pouvez voir qui est très compact, c'est un peu la spécialité des hybrides. Mais là pour le coup c'est le plus compact de la gamme EOS M, donc M pour les hybrides justement, puisque, hop, je vais essayer d'améliorer la lumière. Puisque justement en fait là où le M5, le M6, le M3 et le M50 ont une poignée un peu comme des gros réflexes, ce qui permet d'avoir une bonne prise en main, là on n'a rien en fait, c'est tout plat, on a juste un repose-pouce en fait pour justement le tenir et on a même un petit ergot ici pour le tenir, ce qui fait que déjà on peut le tenir comme ça, donc ça c'est plutôt bien et c'est plutôt pas mal. Après on crispe un peu les doigts mais c'est pas trop dérangeant. On a, alors on va faire un petit peu le tour, donc ce qui fait que, en gros, on a le flash qui est ici, on va commencer par ça, comme ça je vais pas l'oublier. Vous avez la petite poignée ici. Alors, hop, hop. Vous voyez, c'est assez compact et c'est assez discret en plus parce que je l'ai découvert un petit peu tard quand même. Je l'ai pas trouvé tout de suite. On a 3 modes, alors ça c'est un peu le truc un petit peu de ce Canon, c'est que comme il est très orienté premier utilisateur, hein, les utilisateurs très très simples, eh bien on a juste le mode automatique, le mode photo et le mode vidéo. Là où en général on va avoir le mode manuel, le mode paysage, le mode... En fait on a généralement tous les modes ici. Là ils se sont contentés de mettre juste les 3 principaux, donc le mode AI, le mode automatique, le mode photo, donc après ça va être dans la partie interface où on va pouvoir s'amuser à choisir les options, et la partie vidéo, pareil, on va pouvoir s'amuser derrière, mais c'est très très simplifié. Ici, on a la bague où on va faire les réglages, en fait, donc les réglages qu'on a normalement ici, donc ça va être tout ce qui est le temps d'ouverture, le temps, enfin l'ouverture en elle-même aussi, les ISO, ça va être avec ça qu'on va tourner, cette molette-là. Ici, on a le déclencheur, donc on va faire comme ça, en fait, juste sans appuyer. En fait, au lieu d'avoir 2 clics, on n'en a qu'un seul. C'est-à-dire qu'on va juste appuyer, il va faire la mise au point, et on a le clic pour faire la photo. Là, on a le système pour enregistrer, donc c'est ici qu'on va faire l'enregistrement vidéo. Ici, on a le système pour dire que ça charge, et ici pour dire que ça travaille. Ensuite, ici, on a l'écran, donc un petit écran de pas beaucoup de pouces, je crois que c'est 3 pouces, avec quelques points, j'ai plus les trucs exacts, par contre, je vous les mets dans la description. Ici, vous avez toutes les informations, et vous avez ce côté, donc, où on pouvait faire ça. Alors sur les autres versions, par exemple le M50 notamment, vous avez aussi la possibilité de le tourner comme ceci aussi. Donc il va être tournable dans tous les sens. Là ça va être juste à 180 degrés, donc comme ceci. Donc c'est intéressant pour tout ce qui est vlog par exemple. Et même par exemple quand je fais du facecam, bah, c'est juste suffisant parce que c'est juste ce que je recherchais. Donc ça c'est une bonne chose. Il faut savoir que l'écran est tactile, je vous montrerai ça après. Dans la partie logiciel, vous avez la touche menu, la touche 7, donc c'est pour aller dans les menus, donc les OK, etc. Vous avez le flash ici, donc vous pouvez le ressortir, l'info sur la photo, donc quelques réglages ici, et ici le mode pour regarder les photos tout simplement. Vous avez le mode connecté, donc à partir de là, c'est là où vous allez pouvoir soit uploader directement les photos, je vous montrerai, directement les photos sur le net, soit directement sur votre téléphone, ce qui est aussi quelque chose de très sympa. Hop, à l'avant, qu'est-ce qu'on a? Donc on a bien sûr Canon, on a un côté strié ici, EOS ici. Ici c'est là où on va pouvoir appuyer, parce que le côté très sympa des hybrides, c'est que c'est compact, mais on peut quand même enlever l'objectif.
Donc ici, voilà, c'est une monture N, donc une monture spéciale pour ces Canon-là, donc attention, vous ne pouvez pas prendre n'importe quel objectif. Ici, vous avez le capteur, ici APS-C, donc de 24 mégapixels, et vous avez ici les picots de connexion, donc pour que l'objectif et l'appareil travaillent ensemble et faire, par exemple, la mise au point automatique. Vous avez ici un système, en fait, d'autofocus. En fait, ça va aider l'autofocus, ce système-là. C'est une aide à l'autofocus, ça a l'air de balancer, alors c'est pas l'infrarouge, mais c'est une espèce de lumière orange qui va permettre, et oui je suis un peu amateur, qui va permettre l'aide à l'autofocus quand les conditions sont un petit peu compliquées. Bien sûr en dessous vous avez la batterie, donc vous ouvrez comme ça, et ensuite vous avez, il faut appuyer sur ce petit bouton gris pour libérer la batterie. Donc, ce qui est classique, bien évidemment, on n'en est pas à l'ère des smartphones où les batteries ne sont plus interchangeables. Ici, c'est bien évidemment quand vous avez des gros besoins, vous mettez plusieurs batteries et vous les échangez au fur et à mesure. Vous avez même la NFC pour pairer le smartphone en Bluetooth, par exemple. Vous avez ce système-là. Ici, vous mettez la carte SD que j'ai pas encore remis. Et ici, vous avez accès, hop, ici. Donc, un port, ici, un vieux port USB, pour le coup, c'est du port, c'est du mini USB, donc ça date un peu de la PSP. Donc pas super terrible, et ici une prise HDMI, ce qui fait que vous ne pouvez pas, vous pouvez pas charger la batterie via ce port-là. Il faudra forcément enlever la batterie et utiliser le port batterie qui est fourni avec. Dernière petite chose, on va parler de l'objectif. Donc l'objectif, ici, vous pouvez le voir. Donc ici, on peut le voir, donc avec un système de zoom, une monture EFM en 15-45 mm, comme je l'ai dit tout à l'heure en ouverture 3.5.6.3, qui est en plus de ça stabilisé. Donc ça c'est dit d'ailleurs ici image stabiliseur, qui est stabilisé. On va d'ailleurs le déverrouiller puisque là il est verrouillé pour prendre un minimum de place. Et à partir du moment où il est à 15, donc vraiment là il est bloqué. Là, hop, ici il est plus bloqué. Et donc là vous pouvez voir, hop, l'objectif. J'ai beaucoup de mal à voir pour le coup. Vous pouvez voir l'objectif, donc le fait qu'on a un zoom x10, donc ça c'est plutôt cool. Hop, ici, et on va pouvoir régler les choses. Et en fait, là vous avez les trois picots, en fait, vraiment la partie objectif, là vous avez les trois petits points, enfin les trois traits autour de l'objectif. Et bien tout ce système-là, en fait, c'est le système stabilisé. Donc pour ceux qui seraient intéressés. Et bien sûr, hop. Donc en soi, dans le commerce, il est un petit peu cher, hein, ça, l'objectif. Ici, son principal défaut, on en reparlera dans la partie photo, c'est que c'est surtout qu'il manque un peu de luminosité. Bon, par contre, il y a une petite chose, c'est qu'on peut appuyer dessus pour le faire revenir. Donc attention quand vous l'utilisez. Donc en soi le design, c'est un design ultra compact, ça dépend ce que vous cherchez. Le but ici, le principe et ce que j'ai cherché pour moi avoir, c'est surtout d'avoir quelque chose de très compact qu'on peut mettre vraiment, alors pas dans la poche forcément, mais qu'on peut mettre dans un petit sac, dans le plus petit possible, plutôt qu'il y ait un truc un peu volumineux. L'autre chose est que je me suis rendu compte, parce que ma copine a quand même un 700D, donc je connais un petit peu très peu l'univers des photos, mais je connais un petit peu, et son 700D est beaucoup plus lourd, je dirais à 2 fois plus lourd que le mien, ce qui fait que c'est aussi agréable, c'est qu'on va pouvoir le tenir à une main pour regarder les photos, ça va être beaucoup plus agréable. Aussi au niveau de la prise en main, donc vous avez ce système-là, et bien sûr vous tenez là en fait, donc ce qui fait que quand vous allez prendre des photos, vous allez être souvent, en tout cas c'est comme ça que je prends des photos, c'est à peu près comme ça, si ça vous dit, ce qui fait que j'ai jamais eu de vrai souci pour la prise en main, mais ça reste moins confortable qu'un vrai réflexe, ou qu'un vrai système de poignée qu'on voit en général pour des appareils photo un peu qualitatifs. Après sur la finition elle-même, alors je trouve que c'est un poil forcément à 400 €, ça reste en soi de l'entrée de gamme, ça fait un peu bizarre quand on parle de smartphone de dire entrée de gamme à 400 €, ce qui fait qu'on peut voir que il y a des gros, c'est pas fin en fait, clairement, on peut voir ici il y a une grosse jointure, en quoi il y a un gros espace, ici à un moment donné c'était un petit peu, ça accrochait un petit peu, j'avais l'impression qu'il était un peu abîmé ou je sais pas quoi, globalement en plus de ça c'est tout en plastique. Donc après c'est assez global, je pense que c'est pour un problème aussi de poids, mais la finition n'est pas en soi à mon sens extraordinaire, elle est plutôt bonne, mais forcément en entrée de gamme ça se sent que ça manque un petit peu d'un côté un peu plus premium, on sent vraiment qu'on est sur l'entrée de gamme en termes de finition, ça se voit, ça se sent quand on est un petit peu habitué à ça, mais ça reste tout à fait correct, c'est bien assemblé, ça a l'air quand même assez robuste, mais on sent quand même que c'est un peu limité. Ah oui, j'ai aussi oublié de parler ici, ça va être la bague pour l'autofocus, mais on en parlera sur le logiciel. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Donc, au niveau du logiciel, alors on a beaucoup de choses qui sont proposées.
Au niveau du logiciel, on a beaucoup de choses qui sont proposées. Il suffit d'aller voir dans les menus déjà. Alors dans ce menu-là, ça va permettre déjà de voir toutes les options dans les paramètres. Donc on va commencer par ça. Alors je vais zoomer un petit peu. Voilà. Ça fait vraiment bizarre de filmer avec un smartphone. Très bizarre et c'est moins bien. Alors déjà la qualité d'image, moi je choisis juste large, donc c'est-à-dire vraiment toujours en mode type JPEG, etc. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer en RAW tout en étant ici en large, donc ça va enregistrer les deux, donc vous pouvez choisir par exemple ça et juste RAW ou ça et RAW en même temps, les deux en même temps ou juste l'un des deux. Vous avez ça, vous avez format d'image fixe, donc vous pouvez choisir le format dans lequel vous allez enregistrer les photos, donc en 20, 24, 21 ou 16 mégapixels selon vos envies. Donc par exemple pour Instagram, ça peut être très bien en 16 mégapixels. Moi je laisse par défaut en 3,5, comme ça, bah, c'est mieux, c'est le plus large, c'est le plus complet. Ensuite, on va avoir la durée de revue, donc quand on va prendre la photo, déclenchement tactile, donc on peut déclencher le tactile, on peut icône obturateur tactile, ok, bon ça va être des petites choses. Vous avez l'autofocus continu qui est actif ou non, le faisceau d'assistance autofocus, donc c'est le faisceau que je vous ai montré juste avant, le paramètre de stabilisation qu'on peut choisir, donc activer ou non. Correction aberration objectif, c'est-à-dire que selon l'objectif que vous avez mis dans l'appareil, il va corriger certaines choses. Il va corriger le vignettage, c'est-à-dire que en fait l'objectif par défaut, il va donner des images qui vont être un petit peu noires sur les côtés, donc un côté vraiment vignette qui va être corrigé grâce aux données par l'objectif. Les aberrations chromatiques diverses et variées, pareil, ça va être corrigé par défaut. Et la diffraction, c'est-à-dire le côté un petit peu... il va corriger un petit peu le côté, quand on dit diffraction, c'est que l'image, en gros, elle va être un petit peu en bulle. Et en fait, il va lui redonner les vraies dimensions. Parce que bah, c'est pas réel, en fait. C'est pas la même image, en gros. Il va contrôler, enfin, il va la modifier pour qu'elle ressemble plus à l'image sur laquelle elle devrait être par défaut. Donc la plus réaliste possible. Mode acquéreur, donc vue par vue au continu, donc c'est comment on prend la photo. Un retardateur, changement autofocus. Vous avez ici le taille d'enregistrement vidéo, donc le maximum ça va être en 1080p 60 fps. Après ça peut être en 30, en 24, en 720 ou en 480, 30. Voilà, donc c'est selon vos envies, moi ça va être ça. On va en reparler dans la partie vidéo. Ça enregistre le son si on a envie, par contre pas de prise micro. C'est là aussi une petite chose qui aurait été sympa par la suite, mais le son de base est plutôt bon. F, auto cerveau vidéo, donc ça va être plus le système, comment il va gérer l'autofocus, l'intelligence de l'autofocus, autofocus avec déclencheur, donc c'est-à-dire qu'on peut même choisir on peut refaire l'autofocus pendant la vidéo en appuyant ici. Donc ça peut être la chose aussi. Hop, forcément il est reparti en mode ici. Obturateur lent, donc ça peut être bien par exemple quand donc enregistrement auto vidéo plus clair dans l'obscurité, donc ça c'est le côté automatique, donc c'est pour choisir. Après vous avez les côtés vraiment paramètres, cri dossier, donc ça peut être mensuel ou tous les jours, numéro de fichier, donc continu, formaté, on peut le formater, système vidéo, donc si vous voulez être en 60 fps, il faut se mettre en NTSC, si c'est du 50 fps que vous avez envie, ça va être en PAL. Avec les petites choses. On a un mode veille qui est possible, on a un mode écho qui est possible aussi. Extinction auto au bout de 1 minute, ou afficher désactivé et au bout d'une minute. Donc pareil, la luminosité on peut la choisir. Donc selon vos envies, ça montre aussi quel impact ça va avoir sur la balance, enfin la balance des blancs, non pas la balance des blancs. Vous avez le fuseau horaire, dateur, français, vous pouvez le mettre bien évidemment aussi. Vous avez un nettoyage de capteur qui peut être fait, donc qui peut être fait, soit il se fait automatiquement à chaque fin dès que vous allez l'éteindre, soit sinon vous pouvez le déclencher manuellement. Donc en fait, il va faire vibrer le capteur pour en fait dégager toutes les poussières, etc. C'est quelque chose qui se fait tout le temps. Réglage verrouillage auto-écran, donc ça on peut le mettre par exemple. Fonction tactile standard ou sensible, donc le standard c'est très bien. On a la connexion Wi-Fi. Donc là, par exemple, on peut voir que je l'ai mis sur le Note 8, un Pro 6+, alors comme après c'était deux RAM différentes, c'est deux Pro 6+. Vous avez la possibilité aussi d'uploader directement sur le web, c'est-à-dire Canon Arista qui est le service d'upload, en fait, de cloud de Canon. Et en plus de ça, comme avec ma version, j'ai reçu un petit code 50 Go en plus en promo, et bien ça me permet par exemple de me connecter. Donc là, il va se connecter à ma box internet. Et ensuite, on va pouvoir, alors ça dépend si ça fait longtemps ou non, mais voilà, là je vais pouvoir choisir de sélectionner envoyer, donc je peux choisir celle que je veux ou sélectionner des séries. Donc quand je dis série, ça va être de camp à camp, donc
Là, il n'y a plus beaucoup, mais en fait, je peux choisir vraiment ce que je veux mettre en termes de photos sur le cloud. Ce qui va être bien sur ce cloud, c'est que par rapport à Google Photos, par exemple, ce n'est pas compressé. Enfin, vous pouvez les compresser, mais par défaut, si vous avez pris en RAW, il uploadera du RAW. Donc ça, c'est le côté très sympa. Donc c'est aussi la touche sur laquelle on peut y aller. De toute façon, ça va être par ça. Donc vous avez les derniers trucs, bon, accès rapide en fait au dernier qui a été utilisé. Et le View 10 en termes de focus, il est complètement à la ramasse. Et ce qui fait que, donc, soit ça va être transféré entre appareils, donc entre Canon, soit envers un smartphone. Donc là, ça va être un nouveau smartphone que vous allez choisir. Soit on peut l'imprimer sur une imprimante en Wi-Fi, on peut l'afficher sur un écran qui est connecté. Et là, vous avez un autre système en cloud. Vous pouvez faire la mise à jour ici, mais voilà ce que vous avez accès. Ce qui est très bien, vous prenez sur l'application Caméra Connect avec votre smartphone et vous pouvez vous connecter. Donc ici, en fait, vous pouvez vous connecter à votre smartphone et le smartphone peut servir de télécommande ainsi que afficher la galerie tout simplement du smartphone et pouvoir les télécharger directement sur le téléphone, ce qui est très sympa pour partager très rapidement sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment le truc très très positif. Ensuite, donc là, on est dans le mode intelligent. Il va faire quelque chose de... En fait, il va tout faire lui-même. On va juste choisir ce qu'on veut en termes de taille, mais sinon, il gère tout. C'est pas le plus intéressant à mon sens, et là, on va pouvoir beaucoup plus s'éclater, c'est en mode manuel. Donc, c'est-à-dire, on va tout faire nous-mêmes au niveau des réglages. Par exemple, là, pour tout ce qui est vidéo, ça va être en 1/60e, donc 60 fps forcément. Ouverture 3.5 puisque je suis au minimum, et un ISO 500. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir accès à plein de choses. Donc, hop... alors, en fait, on va avoir accès à la méthode d'autofocus. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'accès soit avec un collimateur, tout simple. Alors, ça va être un collimateur qu'on peut, en plus de ça, déplacer. Hop. Qu'on peut déplacer où on veut. Ça peut être un petit qu'on peut d'ailleurs modifier. Normalement, hop. On va aller hop, directement. On a soit ça, soit on va avoir un autofocus qui va être une zone fluide, donc une zone beaucoup plus large où il va choisir ce qui est le mieux. Soit vous avez un système intelligent, donc il va choisir intelligemment l'objet à mettre en avant parce qu'il va le comprendre. Soit sinon quand vous faites du facecam, il va comprendre tout de suite qu'il y a votre visage et il va le suivre. Très pratique par exemple pour tout ce qui est blog. Le système d'opération d'autofocus, donc selon le mouvement du sujet ou la mise au point sur des sujets en mouvement, donc avec cerveau, donc là le côté un peu plus sympathique. Vous pouvez choisir donc la taille, pareil, des photos, ça aussi. Le mode d'actualisation, ça on l'a vu. On peut choisir la balance des blancs, donc soit quelque chose de classique, donc les choses particulières, soit on peut le régler nous-mêmes. Alors globalement, il le fait plutôt bien. Moi, je le laisse en auto parce qu'il le fait plutôt bien. Mais vous pouvez choisir, vous pouvez le faire personnaliser. Vous pouvez faire pour la photographie au flash, lumière fluo blanche, lumière tungstène. Voilà, ça c'est classique. Et là, c'est quelque chose de très très sympathique, c'est-à-dire le style d'image. Le style d'image, vous pouvez le laisser en automatique et il mettra la mieux. Donc le standard, c'est image nette éclatante. Le portrait, idéal pour te rapprocher, adoucit ton chair et cheveux. Donc ça va modifier un petit peu tout ce qui est détail, tout ce qui est couleur, etc. Ça va modifier un petit peu les paramètres. On peut les voir. 3440000. Donc on va voir un paysage, voilà. Donc les détails fins, donc 0, 1, 1, 3, 4, -2. Donc ça, pour avoir les plus nettes possibles, mais aussi elles sont très saturées. Neutres, donc là tout simplement des couleurs naturelles toutes neutres. Fidèles, donc là avec la sous-lumière du jour restitue couleur du sujet, donc les vraies couleurs. Monochrome, donc si vous voulez bien les monochromes. Et moi par défaut, c'est ce que j'ai mis. J'ai fait mes propres réglages, donc 0, 1, 3, 2, 2, 0. Donc par exemple, ce qui fait que, hop, j'aimerais bien montrer. Donc si je fais sur celui-là, par exemple, ça va être net ou force, donc améliorer la définition globale des images ou les adoucit. Donc net, ça va être de plus en plus net, force, ça va être plus doux. La netteté ou la finesse, donc des valeurs accentuent les détails, plus petites valeurs, donc si plus ça va vers le haut, plus ça va être net, sinon ça va être un peu moins net. Le seuil, donc à plus petite valeur, accentue les bords zones à faible contraste. Bon, ça m'échappe un peu plus. Le contraste qu'on peut choisir, je l'ai laissé à 0. La saturation, donc là c'est par exemple à 0, mais vous pouvez l'augmenter un petit peu pour avoir un peu plus de couleur. Et les teintes de couleur, donc moins ça va être plus rouge et plus ça va être plus jaune, donc selon vos envies. Donc ce qui fait que moi j'ai mes propres réglages qui me plaisent. Le mode de mesure, donc comment il va faire la mesure sur la luminosité, donc ça va être soit un tout d'un coup, soit juste mesure sélective pour un arrière-plan clair comme avec sujet en contre-jour, donc c'est bien précis. Là, pour mesurer une petite zone spécifique du sujet,
ou déterminer la luminosité moyenne en privilégiant le centre. Donc voilà, c'est les possibilités. Après, là, vous avez mesure évaluative, donc selon ce que vous avez envie. Correction auto-luminosité, c'est selon comment vous allez prendre les photos. Il va corriger et donner une luminosité plus forte de l'image s'il y a besoin. Donc plus ou moins selon vos envies. Donc par défaut, c'est plutôt bien comme ça. Et voilà, vous avez ça derrière. Donc il y a pas mal déjà de petites choses autour, mais vous avez aussi la possibilité de gérer. Donc ici, comme je le disais, de gérer. Vous avez soit en fait vous faites comme ça, donc avec ça, soit sinon vous avez le tactile. Donc vous pouvez choisir comme ça, c'est assez sympathique. Pour passer d'une option à l'autre, parce que par défaut ça va être toujours sur l'ouverture, le temps d'ouverture, mais si vous voulez gérer l'ouverture, ça peut être aussi ici. En fait il va falloir choisir là et après, par exemple ici, après vous pouvez vous amuser ici. Ce que j'ai tendance à faire. Et vous avez les ISO ici. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Donc un logiciel qui est assez complet, qui est vraiment très sympathique à utiliser. Et ce qu'il y a de bien en plus de ça, alors il y a des petites choses que j'ai pas forcément dites, mais ce qu'il y a de bien déjà c'est qu'on peut voir, en fait ça va simuler quel type d'image on va avoir en fait. Donc ça c'est très intelligent. Donc ce qui fait qu'on peut voir en direct quelle image on va avoir au final. Donc ça voilà par exemple on voit tout de suite. Pour la vidéo aussi. La vidéo, on va voir aussi donc ce côté où, alors en manuel, ce côté où on va pouvoir tout gérer. Alors, donc ce qui fait que c'est le même principe après. Par contre, ce qu'il y a aussi d'intéressant dans le mode photo, c'est surtout que donc vous avez plusieurs modes. Ici, vous avez soit l'exposition manuelle, soit vous avez les trucs classiques, priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse ou programme automatique. Mais vous avez d'autres choses. Vous avez l'auto classique, hybride, création assistée. Donc la création assistée, donc ça, on peut mettre des effets supplémentaires ici, donc un petit peu ce qu'on a vu en fait. On a un accès rapide à ces fonctions-là. Donc on a un déclenchement tactile qui est activé, voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Hop, ici vous avez création assistée, vous avez l'auto-portrait, donc là il va choisir l'effet portrait réglable, voilà, donc des petites choses comme ceci. Vous avez le portrait avec une police, donc un peu le côté Huawei et ça, justement. Hein. Le côté où ça va lisser la peau, le côté assez chinois. Paysage, replan, sport, donc on a vraiment plein de modes. Aliments, scène nuit à main levée, contrôle rétroéclairage HDR, donc le côté un peu dynamique. Noir et blanc granuleux, flou artistique, effet grand angle, effet peinture d'huile, effet aquarelle, effet photo jouet, en fait ça fait un côté effet jouet, effet miniature et un côté HDR. Donc c'est très complet au niveau des modes autour de ça. Donc si vous vous amusez pas en manuel, vous avez plein de modes préfaits en fait tout simplement pour cela. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'est très complet. Personnellement, c'est surtout le manuel que j'ai privilégié. J'ai testé un petit peu le main levée pour la nuit et le HDR, qui rend des choses très sympathiques. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment complet au niveau des modes, et ça, on va le voir au niveau des photos. Voilà un petit peu sur la partie logicielle. Donc, on peut voir aussi, ce qui est bien, c'est que c'est tactile. C'est l'un des rares appareils, il est complètement tactile. Surtout à ce prix-là, c'est vraiment très rare. Vous avez surtout les fonctions qui sont accessibles ici. Là, ce qu'il y a de bien, ça va être vraiment que tout est tactile et on a toutes les informations comme un smartphone classique, un appareil classique. Donc ça, c'est très cool. Ceux qui ont l'habitude des smartphones, justement, c'est assez pratique pour ça. On va parler maintenant de la partie photo. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que là, j'ai pas forcément de référence, j'ai surtout regardé des tests. Donc, ce qui fait que ce petit Canon EOS M100 que vous voyez là, il a un capteur donc APS-C de 24 mégapixels, ce qui est en soi quelque chose d'assez commun chez les derniers Canon, puisqu'ils utilisent tous le même objectif. Donc la PSC, j'en avais parlé au début. Donc c'est plutôt un bon objectif qui se débrouille bien apparemment jusqu'à 1600 ISO, même si je trouve qu'à 1600 on perd quand même déjà pas mal de détails, et qui donc on retrouve sur plein de produits, donc 77C et 77D, 800D, on a le 200D aussi, le 750, et après toute la gamme EOS M, tous les derniers, donc M3, M6, non, le M6, M3, le M50 et le M100 ont le même capteur aussi. Ce qui démarque tous ces EOS M et les autres, c'est que celui-là, en fait, c'est le plus compact de tous. Comme vous pouvez voir, il est tout carré. Et au-delà de ça, après, en soi, c'est les mêmes capteurs, le même logiciel, à part le 800D, je crois qu'il est sur le logiciel, enfin la partie logiciel DigiQ8,
qui est plus récente, qui est un peu mieux maîtrisée que le Digi-7, plus performante aussi au niveau des photos, mais globalement c'est à peu près la même chose, c'est un peu mieux. C'est surtout le Digi-7 qui est présent sur la plupart des Canon et qui fait plutôt bien le taf. Là, je vais mettre quelques photos. Alors, il faut savoir qu'au départ, sur les premières photos que j'ai fait, en automatique, je trouvais ça bien, mais il manquait un truc. Je trouvais que ça manquait un peu de détail. Là où je trouve que le M100 se révèle réellement, c'est surtout, et je pense que la plupart des APN de toute façon sont comme ça, c'est sur la partie manuelle. J'ai une tendance, moi, à m'éclater vraiment sur la partie manuelle parce que je vais plutôt mettre au minimum, le plus au minimum possible, les ISO, mettre la détente, l'obturateur le plus lent possible, donc en 1/30 par exemple, avec un ISO qui va osciller entre 100 et 600. Je vais essayer d'éviter d'aller au 1000 parce que je sens déjà une perte de détails à partir de là. Donc, quand vous êtes à 100, vous pouvez retrouver énormément de détails. Quand vous commencez à être un peu plus de 1000, il commence à y avoir de la perte de détails et du grain qui commence vraiment à apparaître. Donc déjà, c'est une première chose. Moi, ce que je trouve bien en général en pleine journée, c'est du... Enfin, en intérieur en tout cas, c'est du 1/30e, 1/60e à peu près. Voire on peut aller au plus bas pour avoir quelque chose de net si vous êtes à peu près stable. 1/20e, mais ça commence vraiment à être compliqué parce que la stabilisation ne fonctionne pas sur la partie photo, elle ne fonctionne qu'en vidéo. Dans les ISO, voilà, que je vous ai dit à peu près, et après l'obturateur, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 15, elle va être à 3.5. Et vous pouvez aller jusqu'à une ouverture à 32, je crois, donc très petit. Donc plus c'est grand, moins vous avez de lumière. Donc plus c'est petit, c'est ce que vous avez comme sur les smartphones, une ouverture 3.5, ce sera toujours meilleur qu'une ouverture en 6.3. Ce qui fait que 3.5 ça va être un 15, donc c'est le plus grand angle. Ça aura tendance un petit peu à déformer l'image avec un côté arrondi. Et le maximum, donc en 45 mm, avec un bon gros zoom, là pour le coup ça va être assez carré. Par contre le souci c'est que ça va être très peu lumineux puisqu'on va être en ouverture 6.3, donc beaucoup moins lumineux qu'en 3.5. Et l'autre chose que j'ai remarqué sur certaines photos en ouverture 6.3, c'est que les photos avaient un espèce de côté, j'ai envie de dire, le plus parlant, c'est un côté un feu de l'amour, avec un espèce de flou autour des objets qui est très bizarre. Je sais pas si au final c'est mon objectif, ça a pas l'air d'être mon objectif qui est défectueux parce que j'ai déjà vu ailleurs, mais je l'explique pas du tout. Je n'explique pas du tout, après ça permet de faire quelques photos un peu particulières, mais vraiment au maximum à 45 mm on a cette espèce de flou et ce manque un peu de détail, je trouve, ce manque de précision sur l'objet qu'on veut viser. Donc c'est ça qui est un peu particulier. Après je suis souvent dans la macro quand j'essaie de faire ça, c'est souvent sur des plans que ça me fait ça. Le plus probant, je vais voir si je peux mettre l'intro, si j'y pense, c'est sur la partie, par exemple quand j'ai fait en fait les plans pour le Yersen Fen 2000, pour les intras, où je trouvais justement que ça manquait de précision, il y avait ce côté halo qui était présent et qui était très particulier. Donc ce qui fait qu'il faut trouver le bon réglage pour avoir l'effet que vous voulez, sachant qu'à fond, ça a l'air de faire ça. Et je ne l'ai pas vu ailleurs, donc c'est un peu particulier pour le coup. Qu'est-ce que je peux dire d'autre après au niveau des photos? En soi, les photos, je les trouve vraiment très bonnes. On a de très bons résultats. J'ai comparé un peu très rapidement avec celui de ma copine et ça se défend très très bien. Ça fait même aussi bien, peut-être mieux, mais je suis pas allé aussi loin par rapport à ça. Donc c'est vraiment bien. On peut faire de très très belles photos, des photos très réussies et les retravailler après derrière sur Photoshop. Bon après, moi c'est pas mon truc, mais je trouve que de base, en fait, ce qui est vachement bien avec ce Canon là et avec le petit réglage que j'ai mis, c'est qu'en sortie de... Enfin, le post-traitement JPEG est très bon, je trouve, à mon sens, même si je connais rien, ce qui fait que c'est très plaisant à regarder et je peux directement les balancer sur les réseaux sociaux, ce qui est très agréable. Ce qui fait que voilà, je peux faire vraiment des photos que j'aurais jamais pu faire ni avec un DxO1, même si ça s'approche un petit peu, et encore moins avec un smartphone. C'est ce que je recherchais, je voyais avec le DxO1 le potentiel qu'avait un meilleur appareil photo, et clairement, quand je vois ce que je fais avec cet appareil photo-là, je m'éclate vraiment énormément. C'est quelque chose que j'ai essayé d'emporter le plus souvent possible sur moi, parce que pour avoir un côté un peu plus instantané, pour pouvoir justement l'utiliser à des moments où on n'y penserait pas, ça c'est agréable. Ce qui fait que, ce qui est bien, c'est que justement il est compact. Aussi, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le fait qu'on ait l'autofocus. L'autofocus, c'est super bon. Clairement, il y a le côté dual pixel qui aide beaucoup. C'est l'un des principaux avantages des Canon. Apparemment, l'autofocus, c'est
parmi les meilleurs apparemment. Déjà dans cette gamme, mais déjà il est très très bon parce qu'il est très précis. Le côté dual pixel, donc c'est-à-dire c'est plusieurs pixels qui vont essayer de trouver ce qui est le mieux. C'est vraiment très sympa. En plus de ça, ce qui est vachement bien, c'est le côté, comme je vous ai montré juste avant dans la partie logicielle, où on va pouvoir mettre le sujet, en fait le sujet qu'on veut, on va pouvoir le toucher. Donc quand on est en mode suivi au niveau de l'autofocus, vous touchez l'objet en fait que vous voulez là où vous voulez que ce soit net en fait, là où vous voulez que le focus se passe. Et c'est super bien. Quand vous avez une fleur un peu en mouvement, vous tapez bien sur la fleur en question, vous êtes un petit peu loin et que c'est dur, eh bien c'est vachement bien parce que quand on va dire que c'est sur cette fleur-là, donc il va bouger un peu comme ça, et si on tape dessus, il va trouver le suivi, il va vraiment le suivre en fait. Vous allez voir le carré qui va vraiment suivre l'objet, et je trouve ça génial. Ça simplifie les choses d'une force incroyable, et ce qui permet vraiment de se dire, ah c'est bon, on sait qu'il est fixé sur cet objet-là. Et ça, déjà, rien que ça, c'est très con, mais c'est super bien. Ce qui fait qu'on peut faire après nos photos, et le focus se fait automatiquement. Si on tourne autour de l'objet, il va le reconnaître. C'est-à-dire que tant qu'il est à peu près dans le cadre, il peut dépasser quelques secondes, mais s'il dépasse trop longtemps, il va dégager, il va dire on arrête l'autofocus en tactile, il le dit clairement. Mais sinon, tant que vous êtes à peu près de l'objet, il va toujours reconnaître à peu près où est l'objet, et il va toujours se fixer dessus. C'est quelque chose de tout con, mais quand vous êtes amateur, quand vous savez pas faire du manuel, quand vous savez pas trop comment faire, le côté tactile où je dis je veux que ce soit focus sur cet objet-là qui a tendance un peu à bouger et que ça le suive, mais clairement c'est un point ultra positif à mon sens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le côté color picking que j'ai dû normalement montrer dans la partie logicielle parce que là c'est une autre journée donc pour la suite du tournage. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le color picking, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'appareils. On peut le trouver sur quelques smartphones et quelques appareils photo. Et ça, en général, on les trouve sur des smartphones, des appareils très chers. Alors, je sais pas si sur les hybrides, c'est peut-être plus répandu parce que justement, il n'y a pas de viseur. J'en reparlerai justement après. Mais ce qu'il y a de bien, en fait, sur ce côté-là, c'est que quand on va viser un objet, le color picking, pour bien expliquer, c'est-à-dire que quand on vise un objet, on va pouvoir faire, quand on fait un focus manuel, on va avoir ce système de color picking, donc c'est-à-dire là où c'est net, on va avoir la couleur rouge. Alors en plus de ça, on peut choisir entre rouge, jaune et bleu, et l'intensité aussi de cette couleur. Donc cette couleur jaune, par exemple, vous faites un focus, vous avez un côté plat. Et bien quand vous allez faire le focus manuel de là à là, vous allez avoir la zone rouge, donc la zone de netteté, qui va se déplacer quand vous allez faire le focus manuel selon ce que vous faites. Ce qui fait que c'est très pratique, parce qu'on est sûr de savoir où est la netteté sur l'appareil. C'est vraiment très très pratique. Surtout quand vous faites une petite vidéo en manuel, que vous prenez des plans et que vous voulez juste déplacer ça, et bien c'est vraiment très très pratique. Au-delà de ça, au niveau des photos, comme je dis, alors après j'ai eu qu'un seul objectif, mais ce qui peut être très sympa, c'est sur des objectifs de meilleure qualité, notamment macro, où apparemment on peut faire de très très belles choses, parce que en soi, ce qu'il y a de bien aussi avec cet appareil, ce que je recherchais, c'est qu'en sortie de boîte, on ait un appareil qui soit très fonctionnel, qui n'ait pas besoin de forcément aller chercher d'autres choses en plus que l'appareil en lui-même est suffisant en lui-même de base. C'est ce que je voulais et c'est ce que le M100 me permettait aussi d'avoir. Ce qui fait que l'objectif 15-45 mm n'est pas parfait, c'est pas en soi, et c'est plutôt un bon objectif qui permet d'avoir pas mal de détails apparemment, même s'il y a mieux, mais pour un objectif de départ, il se démerde bien. Il a l'avantage aussi d'être stabilisé, ce qui le fait déjà un deuxième point très positif. Et le troisième point, c'est bon, son ouverture est plutôt correcte, mais c'est globalement tout est bon. La seule chose qui est un peu dommage, c'est son ouverture quand on est au zoom maximum qui est pas terrible, et son flou aussi pareil en zoom maximum. Donc ce qui fait que ça va être vraiment les deux choses, même si l'ouverture on peut facilement, avec les ISO ou avec le temps d'ouverture, on peut facilement la contrôler, c'est pas si grave en fait. C'est même anecdotique à mon goût. Le plus chiant, c'est surtout ce côté un peu flou quand on est au zoom max. C'est surtout ça. Mais au-delà de ça, l'objectif fait très bien son taf pour un objectif de départ. En plus de ça, on a plutôt une bonne prise en main, justement avec ce côté un peu compact. Ce qui est bien, c'est qu'on a mon chat qui montre sa queue. Bah alors, oh bah oui. Ce qui fait qu'on a... En fait, ce qui est bien, c'est que comme en plus de ça, c'est bien un granuleux, enfin granuleux, au niveau de l'objectif c'est bien granuleux, on va avoir ce côté vraiment où on va pouvoir bien le tenir, on sent qu'on le tient bien, et en fait la prise en main est vraiment bonne en fait à deux mains comme ça, et on peut vraiment se démerder. Donc j'ai pas eu de soucis de ce point de vue là. Les photos sont vraiment très très agréables. Le focus minimum doit être aux alentours des 20 cm à peu près. Là, fais attention.
Je sais que tu es contente de me voir, mais je suis en train de tourner une vidéo là. Donc ça, voilà, c'est gentil. Euh, hop. Non mais t'es gentil, mais tu vas laisser finir ma vidéo. Même c'était très très gentil. Regardez comment elle est gentille. Bah oui. Bon, on va faire comme ça. En fait, donc ce qui fait qu'au niveau des photos, j'ai pu faire des très belles photos. Aujourd'hui, toutes mes miniatures sont faites avec l'appareil photo, qui me change réellement la vie parce que, en fait, la qualité des photos, la qualité de profondeur de champ par rapport à un smartphone ou même le DxO One n'a strictement rien à voir. Le contour, la photo elle-même fait très naturel. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de la retoucher. Même le DxO One, j'avais besoin de retoucher un peu la photo pour que justement j'ai le résultat qui me permettent un peu d'être vendeur. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a quelque chose qui est directement vendeur. Dernière toute petite chose sur la partie photo et l'objectif. Ce qui est bien, c'est que, alors ça, après, je sais pas à quel point c'est répandu dans les appareils photo. Je pense que c'est très répandu, mais c'est néanmoins intéressant. C'est-à-dire que l'objectif de base a aussi ce défaut de vignettage, c'est-à-dire d'assombrir les coins, ce défaut de la correction en fait au niveau du côté un peu bulle qu'il peut y avoir, un peu fish-eye, qui peut être assez léger, qui est un petit peu présente dans la partie grand angle, mais qui va être souvent en fait, par rapport à la photo de base, elle va être un petit peu corrigée, ce qui est très intéressant aussi, et tout ce qui est aberration chromatique aussi c'est corrigé. Donc ça c'est pas mal de ce point de vue-là. Ce qui fait qu'on peut les désactiver ou activer comme vous voulez, comme la stabilisation. Bon, ça c'est plus pour la partie vidéo. Et ça nous permet d'avoir les photos, après si vous voulez les retoucher vous-même, vous pouvez. Donc ça c'est vraiment bien, mais ça c'est bien. Voilà un petit peu pour l'ensemble des petites choses. Le flash aussi est plutôt bon, je trouve il est plutôt bien, il se gère plutôt bien en fait au niveau de la luminosité. Il va bien la gérer pour avoir une photo qui soit pas vraiment cramée et qui soit vraiment la bonne puissance. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà un petit peu pour l'ensemble des choses que j'avais à dire pour la photo. C'est vrai que c'est un peu abstrait pour le coup. J'espère que les photos ont aidé un peu à comprendre. Mais c'est un appareil en tout cas qui me satisfait totalement en termes de photos. Je suis très content de l'avoir pris et de ne pas avoir pris un réflexe peut-être un peu plus bas de gamme, type par exemple le 2000D, qui est un réflexe plus classique, mais à peu près au même prix, mais pourtant bien inférieur sur beaucoup de points. On va passer maintenant à la partie vidéo qui est aussi très très intéressante. Donc ce qui fait qu'au niveau de la vidéo, voilà, vous savez déjà quelle était déjà ma base pour moi pour l'acheter. Au niveau des vidéos, j'étais quand même assez bluffé de la qualité, même si je me suis contenté d'un 1080p 60 fps, et de ce que j'avais vu notamment sur YouTube qui était compressé, eh bien la qualité était pour moi très bonne. En plus de ça, les numériques avaient dit que justement c'était plutôt bon, même ça ne proposait pas de 4K, et ça c'était pas mal. Par contre, en 1080p 60 fps, alors il faut bien se mettre, et comme j'ai dit en partie logicielle, en NTC pour être en 60 fps. Si vous mettez en PAL, vous serez limité à 50. Bon, en soi, la différence n'est pas énorme, donc pourquoi pas. Ça dépend après de vos besoins, ça peut être un petit peu moins lourd. Moi, le 60 fps, c'est la base, c'est prévu sur YouTube, donc autant être en 60 fps. Donc ce qui fait que c'est bien, par contre, en 60 fps, on a une limite. On a une limite de 10 minutes par vidéo. Alors après, je sais pas pourquoi 10 minutes, mais je pense que c'est surtout lié à la chauffe. En effet, le plus gros souci de la partie vidéo, c'est qu'il aura tendance à chauffer, alors pas trop vite, sachant qu'en plus de ça, c'est un peu problématique parce qu'il fait très chaud en ce moment, mais au bout d'une bonne demi-heure, 40 minutes de vidéo, il va vous dire à un moment donné, écoute, on arrête le 60 fps, je te propose de passer en 30 fps. En effet, il aura tendance à être trop chaud, il y a des sécurités là-dessus, il aura tendance à être trop chaud pour continuer en 1080p 60 fps. Donc il va finir quand même la prise avec vous, il ne va pas la couper en plein milieu, mais une fois fini, quand vous reprendrez, il va vous proposer de passer soit en 30 fps, soit d'attendre que ça refroidisse en vous disant en termes de conseils, de l'éteindre pour qu'il refroidisse plus vite. Vous attendez une dizaine de minutes et vous pouvez repartir pour 2-3 vidéos en 10 minutes. Bon, enfin en tout cas, c'est à peu près ça. Donc ce qui fait que c'est la petite chose à savoir, c'est un défaut. Donc si vous faites sur des vidéos très longues comme moi, vous allez enchaîner des 10 minutes sur 10 minutes sur 10 minutes et que le 60 fps est très important, il y aura un moment donné où vous direz stop. Par contre en 30 fps, il n'a pas l'air d'avoir de limite. Ça, ce qui est plutôt une bonne chose. En fait, il faut passer en 60 fps, en 30 fps. La chose qui est très très intéressante, et que vous l'avez vu si vous suivez mes tests depuis quelques temps, la chose qui est très intéressante sur cet appareil et que j'ai pas retrouvé sur beaucoup d'appareils, c'est qu'on peut modifier tous les réglages en temps réel sur la caméra pendant que vous le filmez. C'est-à-dire on va pouvoir régler la vitesse d'ouverture, on va pouvoir régler l'ouverture elle-même et les ISO.
Ce qui va être très important pour différentes choses, ça va être selon vos envies. Quand moi, par exemple, je montre sur un test quelque chose et que je veux monter les ISO parce qu'on ne voit pas assez bien parce que c'est en noir, par exemple, eh bien, ce système est plutôt sympathique. Donc, ce qui fait que je vais être en 1/60e pour 60 fps, mais je pourrais être à moins en 1/100e ou 1/125e, monter un peu les ISO et, par exemple, pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. Mais là, j'ai mon 60 fps. L'ouverture, ça va être lié surtout à la focale, en fait, enfin, au zoom, en fait, l'ouverture. Et ensuite, bah, les ISO, ce qui est bien, c'est que on peut monter jusqu'à 3200 ISO, alors que sur la partie photo, chose que je n'ai pas dite, mais on peut monter jusqu'à 25500, mais c'est pas très utile. On va surtout travailler sur du allez, 1600 ISO, 2000 ISO grand max. Plus sur la vidéo, j'aurais tendance à monter à 2000 pour montrer des choses qu'on ne peut pas voir facilement parce que c'est trop sombre et qu'on voit pas assez les détails. Je trouve la gestion des ISO en vidéo d'ailleurs assez bonne, puisqu'elle se voit pas beaucoup, à mon sens. En tout cas, elle est assez négligeable pour pas que ça se voit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Et je trouve que bah, globalement, c'est plutôt bien. Les vidéos sont belles, elles sont vraiment fluides, et ça c'est une bonne chose, ça saccade pas du tout. Elles sont très détaillées, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé, sachant qu'on est sur du... que je dise pas de bêtises, c'est plus de 30 mégabits par seconde, mais j'ai plus le truc exact, ça doit être même 40, et on a une vraie finesse qui fait que on n'est pas loin de ce que peut faire de la 4K sur smartphone. Vraiment, mais vraiment, vraiment. J'étais assez bluffé de la qualité et j'ai l'impression d'avoir mon Zenfone 3 en 4K qui pourtant galère beaucoup plus. Enfin, c'était l'impression que ça me donnait. Mais en plus de ça, l'image va être beaucoup mieux qu'un smartphone. Alors ça, c'est aucune comparaison, que ce soit couleur, que ce soit l'effet de profondeur aussi, pareil, où on avait un côté assez plat avec le Zenfone, bah là, ça ressort vachement. Et puis en plus de ça, au niveau des plans, je peux vraiment m'éclater. Comme en plus de ça, on a une stabilisation qui est optique sur l'objectif de base. Et la plupart des objectifs Canon, en plus de ça, qui sont proposés en EOS-M, permettent ça aussi. Enfin, ils ont une stabilisation d'image optique. Et ça, c'est très très pratique. Puisque justement, ça me permet de faire des plans assez jolis. Et la stabilisation est plutôt bonne, même si on voit un petit peu que je tremble. Moi, je suis assez... pas perfectionniste là-dessus, mais je vois beaucoup les détails sur ce point de vue-là, parce que j'aime bien quand c'est vraiment lisse, c'est vraiment bien fait, mais il faut un matériel de fou. Moi, je le fais à la main, donc c'est-à-dire je tiens vraiment... En fait, dites-vous que quand je fais les plans, je les fais vraiment comme ça, en fait. Je vais vraiment me déplacer comme ça, donc ce qui fait que c'est tout le corps qui va bouger en général, ou ça va être juste les mains, mais ça nécessite un contrôle de son corps absolu qui est vraiment pas facile. Je vérifie une chose. Ouais, c'est bon, ça tourne. J'ai un doute, j'ai plus le retour vidéo. D'ailleurs, c'est une excellente chose, ça. J'ai pas forcément parlé en photo, mais c'est ce côté écran comme ça, et j'ai beaucoup plus d'utilité en face cam. J'en parlerai un petit peu après, mais c'est très très intéressant justement pour les vlogueurs, notamment ceux qui aiment bien faire du face cam et qui sont intéressés. C'est génial ce truc. Ce qui fait que pour continuer, pareil, la vidéo, on a aussi le suivi d'un objet. Donc quand vous allez bouger, le focus se fera toujours sur l'objet sur lequel vous avez pointé la demande quand vous êtes en mode suivi. Il est très intelligent et c'est très bien fait. Vous avez ce côté où vous pouvez gérer en fait en appuyant toujours sur le bouton ici pour vous passer en mode manuel quand vous êtes en manuel plus automatique, autofocus classique, ce qui fait que vous avez ça. Vous avez aussi un système qui s'appelle l'autofocus cerveau. L'autofocus cerveau, ce qui va être très sympa, c'est qu'il va être ça va être un autofocus intelligent pour tout ce qui est sujet en mouvement par exemple, et qui va permettre en fait d'avoir, et c'est très très fort aussi parce qu'apparemment un autofocus aussi bien en vidéo c'est assez rare, c'est que le focus est à la fois fluide, très fluide, c'est-à-dire vraiment on va sentir, on va pas avoir d'un coup ou par un coup en fait, on va vraiment avoir un focus qui est très fluide et très précis, et ça c'est quelque chose qui est génial aussi, qui est très agréable à utiliser. Et en plus de ça, bah voilà, vous appuyez sur la touche ici et après vous pouvez tourner la bague pour être en focus manuel. Ça m'a été utile sur certains plans, c'est très efficace. Après vous pouvez mettre directement en manuel, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton, mais pareil, en plus de ça, avec toujours le color picking qui est présent s'il y a besoin, et bah, en pleine vidéo, c'est très agréable de savoir exactement où c'est présent en fait, où la netteté est présente. Donc pareil, un petit truc supplémentaire enfin d'autres choses supplémentaires qui est super cool. Après, pour terminer, après je parlerai de l'écran rétractable. Vous avez aussi deux autres modes en fait pour la visée. En fait, vous avez ce mode en fait pour l'autofocus où vous appuyez, c'est bon. Vous avez un autre mode
plus classique où ça va être le focus, enfin l'autofocus fluide. Donc vous avez un carré et il va chercher le truc où il doit aller en fait, où il va se dire ça c'est le plan que je dois faire. Et dès que ça va sortir de ce plan-là, il va aller chercher l'autre chose sur laquelle il doit faire normalement son autofocus. C'est très bien fait aussi, c'est très agréable de choisir ça. Et vous avez une dernière chose, vous avez l'autofocus avec un collimateur. Les plus gros réflexes en ont plusieurs, on en a par exemple 9 et on peut choisir le collimateur. Là on en a un seul qu'on va pouvoir déplacer par contre, ça c'est très très cool, on peut le déplacer n'importe où. On peut en demander un si il est à taille normale ou réduite. Et ce qui est très bien et ce que j'ai adoré, ça m'était très utile pour une chose, c'est en fait pour, d'ailleurs j'en parlais un peu pour la photo, ça va dépasser un peu, ce qui fait qu'en fait vous avez ce système où en fait vous avez un truc tout petit et quand vous allez viser avec l'autofocus manuel, ça va faire un zoom x10. Donc vous savez exactement si c'est net ou non sans color picking. C'est-à-dire vraiment que vous allez avoir un zoom x10 numérique, mais qui va, quand vous allez tourner la molette, je fais hop, 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 ah c'est bon, là c'est focus, je vois bien que c'est net. Parce qu'on aura le côté x10. Ça m'a été très utile pour un truc, et ça c'est plus côté photo, parce que c'est présent aussi côté photo, c'est par exemple la nuit. Parce que le problème c'est que comme on n'a pas du tout de viseur, c'est quelque chose qui est manquant, que ce soit un viseur optique ou électronique, en pleine nuit, quand vous voulez faire des photos d'étoiles, vous avez que l'écran qui est présent. Et donc l'écran, il va faire un renvoi vidéo de ce que vous voyez. Ce qui fait qu'il faut se faire en fait à l'idée que pour viser, il faut justement ce système de collimateur, parce que sinon vous ne voyez rien. Et en x10, il va falloir voir une étoile qui est assez brillante. Et là, vous pourrez faire le focus précis. Donc ce qui fait que c'est surtout là où ça peut être très très utile, par exemple dans les choses sombres, et qu'il faut faire le focus soi-même, parce que on ne voit rien, et que les peu de choses que vous voyez, c'est via ça en fait. Ce qui fait que c'est très pratique, parce qu'en fait, ce qui fait que en fait, vous voyez à peu près, vous avez un point blanc qui est là, et en fait, vous allez choisir, le collimateur va être là. Quand vous allez faire le focus, ça va zoomer x10 sur la lumière en question, ou l'objet qui est un peu visible, et vous allez pouvoir voir visuellement si c'est net ou non, si c'est assez présent. Ce que je trouve assez sympa en soi, et très intéressant. Pour finir, ce qu'il y a de bien, que ce soit en photo ou en vidéo, les fans de selfie ou vlogueurs, c'est ce système-là. Donc clairement, en fait, ce qui va être bien, hop, hop, c'est que, hop, en fait, on va avoir ce système où, en gros, vous voyez, alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai un carré autour de moi. C'est-à-dire que le mode classique, donc là où on a le suivi, justement pour dire de suivre tel objet, quand il détecte le visage, il va toujours faire l'autofocus dessus. Et ce qu'il y a de bien en plus de ça, c'est que je le tiens à bout de bras, mais comme on a la stabilisation, eh bien, comme je le tiens à bout de bras, ça reste quand même plutôt stable, et ça, c'est vraiment cool même, et ça permet d'avoir une vidéo très très stable. Ce qui fait que c'est agréable, et je sais toujours que je suis toujours focus. Il va toujours s'adapter, donc quand je fais ça, en fait, il s'adapte toujours à moi, et c'est moi qui suis important. En plus de ça, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès aux réglages. Donc après, vous touchez sur les trucs et vous touchez. C'est super bien foutu et je trouve ça agréable. Alors certes, plein d'autres appareils le font, mais c'est pareil, l'un des rares qui soit aussi tactile, agréable, avec un super focus qui permet ce retour-là. D'autres plus chers permettent d'avoir un côté 180 degrés. Donc ça peut être pratique pour d'autres choses. Mais celui-là, enfin même 360 degrés avec ce système, on va pouvoir le décaler complètement et pouvoir le tourner comme on veut. Là, c'est juste, on lève l'écran, mais on va pas pouvoir le baisser par exemple. Alors que sur d'autres, on peut, mais c'est avec un bras articulé et c'est plus cher aussi. Là, ce qui est bien, c'est qu'il est quand même à moins de 500 €. Il permet ça aussi. Donc pour tout ce qui est vlog, etc., c'est quand même assez pratique. Et justement, là, ça me serait très pratique. Voilà, ce qui fait qu'en termes de vidéo, je suis totalement satisfait. Pareil, je souhaitais plus de la fluidité plutôt que de la qualité au visuel qui n'était pas forcément utilisée à mon sens, n'était pas forcément utile pour le type de vidéo que je fais. Après à vous de voir, après la 4K ce sera plus les Panasonic si je dis pas de conneries, les Lumix, les GF6, si je dis pas de bêtises, GF6 ou GX6 ou G6, je sais plus, qui est à peu près au même prix, qui permet de la 4K. Mais j'aime moins la qualité d'image globale, et surtout pour finir, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que, comme je l'ai dit, je veux un tout en un qui fonctionne bien, c'est la qualité sonore. La qualité sonore, pour terminer, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Hop, ça c'est barré. Pourquoi? Parce que ça me permet justement, hop, je regarde toujours ça film, parce que là j'ai pas de retour et c'est chiant, j'ai pas envie qu'il surchauffe parce qu'il fait très très chaud. Ce qu'il y a de bien avec cet appareil, alors il manque une prise micro, ce qui est le plus dommage. Je pourrais pas en ajouter plus tard et ça c'est un peu dommage, mais c'était pour moi pas le plus important parce que là-bas c'était d'avoir un son propre dès le départ. Et pour moins de 500 €. Ce qui était compliqué parce que vous en aviez où le son était de base mauvais,
l'autre où le son était en mono, l'autre où le son, bah en fait l'objectif fait tellement de bruit quand on fait que bah, c'est pas agréable. Là ce qui est bien c'est que le son est bon, il est stéréo, et en plus de ça l'objectif est silencieux quand il fait le focus, ce qui fait que on a juste un léger souffle en plus de la voix et c'est tout. Et je trouve ça génial. Et normalement, la différence entre le Zenfone 3 et celui-là, vous avez dû le voir avec les nouvelles vidéos, qui est assez impressionnante. Et je trouve ça plutôt bon. Bon, j'ai toujours ma pièce qui résonne, ce qui fait que c'est un peu chiant. Mais la qualité audio est clairement meilleure. En plus de ça, vous avez un haut-parleur qui est clairement là juste pour savoir si le son est bon ou s'il est mauvais. Il n'est pas très bon en soi, mais il reste assez correct. Ce qui fait que, oui, en fait, en plus de ça, l'audio tient très bien la route et se suffit en soi pour la plupart des choses que vous cherchez. Il va vraiment être bon dans la plupart des cas. Après, un micro, c'est le bonus. Mais ça, faut voir plus pour un OS M50 qui, je crois, est 100 € plus cher. Donc, ce qui permet une prise micro et en plus de ça, vous avez un petit rail au-dessus. Ça dépend de ce que vous cherchez encore une fois. Si vous voulez chercher quelque chose de plus professionnel, il faut mettre un peu plus de budget. Voilà un peu pour la partie vidéo. Pareil, bon là les tests parlent d'eux-mêmes. Tout ce qui est plan, je vais mettre des intros aussi normalement dans tout ça. Mais en fait, clairement, avec tous les plans que j'ai fait, je me suis réellement éclaté à faire des plans que je pouvais pas faire avant pour différentes raisons. Et que là, j'ai pu faire et que j'ai trouvé génial à faire. Que ça m'a facilité la vie d'une force incroyable. Et en termes d'amateurs de smartphone, beaucoup plus que d'appareils photo, j'ai senti une différence importante. Même avec le DxO One qui avait une stabilisation électronique qui était correct. Là, on est sur quelque chose de supérieur et on peut s'amuser à faire des choses que bah, j'aurais jamais pu faire avant de façon propre. Là, je vois une réelle différence en termes de vidéo, que ce soit sur la façon dont je peux tourner les choses, que ce soit aussi sur la qualité en elle-même de la vidéo, la qualité de l'image, l'ensemble, que ce soit les contrastes, les couleurs, etc., ça n'a strictement rien à voir. Je m'amuse beaucoup plus avec ça, même si je m'amusais déjà avec le DxO One. Là, je suis monté d'un cran et un cran que bah, j'aurais jamais pensé pouvoir avoir avec un appareil photo. Je me rendais pas compte que même à la main, on peut faire des choses très sympas. Alors, que peut-on conclure de tout ça, de ce fameux EOS M100 qui, bah, en soi, ma foi, bah, il me convient tout à fait. Bon, alors après, forcément, j'ai pris un appareil qui me convenait parce que c'est ce que je cherchais, parce que c'était un choix qui devait être judicieux pour la suite de la chaîne, pour moi. Et donc, faut pas mettre tout n'importe où. Et ce qui fait que, bah, en fait, j'en suis très satisfait. J'ai découvert aussi des fonctions que personne ne parlait parce que soit c'était évident, soit bah, ils les utilisaient pas, soit je sais pas. Et ce qui fait que, voilà, le color picking, le suivi du focus qui est absolument génial. En fait, le focus, on peut le faire où on veut. On peut choisir avec un suivi, avec les 3 modes possibles. Vous avez la qualité d'image tout simplement, l'ensemble qui est cohérent, qui est pas cher pour ce que c'est. Clairement, parce que l'objectif, les 800D sont plus complets aussi, bien évidemment, c'est des vrais réflexes, etc. Mais de base, la qualité d'image, c'est le même capteur. Et à part le 800D, qui est en Digic8, c'est le processeur, le même logiciel qui tourne derrière. Donc, le Digic7. Ce qui fait qu'on a la même qualité d'image qu'un 77D, qu'un 200D, qu'un M50, qu'un M5, qu'un M6, qui sont beaucoup plus chers. Alors certes, ils sont plus complets pour pas mal de choses, les prises micro, les rails, les viseurs électroniques, un écran qui peut aller partout, ce genre de choses. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que le capteur, l'objectif aussi, l'objectif de tous les OS M de base, c'est le même. Donc ça, c'est aussi quelque chose de pratique. En fait, quand vous allez payer des choses plus chères, ça va être par exemple pour le M50, il est aussi en Digic8, il a la 4K, il a la prise micro, le viseur électronique, mais le truc c'est que j'ai pas forcément besoin de tout ça. Moi j'ai besoin de faire des belles photos et des belles vidéos, surtout fluidité, parce que la 4K pour moi ça n'a pas d'intérêt, et le viseur électronique j'en ai pas l'intérêt parce que je suis fan de smartphone. Je préfère avoir directement une visu sur l'écran plutôt que d'avoir un viseur, surtout que j'ai des lunettes, c'est pas pratique. Mais ce qui fait que c'est vachement agréable d'avoir en fait tout le temps le retour à l'écran parce que ça rappelle les smartphones, et c'est ce que disaient tous les tests, notamment anglophones, qui disaient c'est global, c'est un très bon appareil pour débuter parce que c'est entièrement tactile. En plus de ça, c'est connecté, on peut facilement le connecter à son smartphone pour transférer les photos, ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui, où j'ai tourné la prise en main du Black Shark et je fais plein de photos, et on m'a demandé des photos, d'accord, bah attends, et puis bah je me suis connecté à mon Meizu, sur le Meizu, hop,
image, télécharger enfin j'ai pris toutes les photos que je voulais, télécharger, je les ai mis ensuite sur Google Photos pour être rapide, j'ai montré aux gens. Et c'est ultra pratique, mais après je peux en télécharger une, ce que j'ai déjà fait, Twitter, et regarder ce qu'on a reçu, et c'est super classe. C'est pas aussi pratique que le Dexo One, qui en soi on connecte, on peut directement télécharger la photo, mais en soi pour un appareil photo, bah c'est quand même ultra pratique, un vrai appareil photo, de pouvoir transférer immédiatement quasiment les photos en fait. Et c'est ça que je trouve génial. En plus de ça, vous avez un mode Bluetooth dont j'ai pas forcément parlé, qui peut être en fait en veille, on va pouvoir transférer les photos en Bluetooth. C'est-à-dire, une fois que vous mettez en veille, le Bluetooth reste actif et vous allez pouvoir télécharger des photos sur votre smartphone alors que l'appareil en soi, bah, vous l'avez mis en veille. Ce qui fait que c'est très sympa, tout simplement. C'est un appareil qui est bien parce que, alors, pourquoi je l'ai choisi et pourquoi il est bien? D'une part, il est compact, d'autre part, il est tactile, d'autre part, il a un superbe objectif avec tout ce qu'ont les autres, donc tout ce qui est dual pixel, l'autofocus donc qui va avec le dual pixel, la qualité d'image APS-C, le logiciel Digix7, plein d'options partout. Un objectif de qualité qui est silencieux, stabilisé et qui a une bonne qualité d'image globale, même s'il est trop peu lumineux avec la focale, avec le zoom à fond. Je veux dire, en fait, en gros, même l'autonomie, d'ailleurs, j'en ai pas forcément parlé, j'en parle rapidement, mais l'autonomie, on peut faire facilement 300 photos. Facile. 300 photos avec bien 20 minutes de vidéo. C'est ce que j'ai pu faire à une sortie et c'est plutôt autonome. Je m'attendais pas forcément à quelque chose d'énorme, mais ça se défend bien. Je m'étais éclaté les premières journées à ça et en fait, bah, on peut faire une bonne journée. Même les tests, je sais que les tests, en gros, je peux faire un test d'1 heure facile avec. Il n'y a pas de souci, j'ai juste besoin de recharger vers la fin parce que ça commence à être limite, surtout quand je dois enchaîner sur les tests express. Mais en soi, c'est surtout ça. Dans les défauts que je retiens, c'est la qualité de fabrication qui est pas forcément exceptionnelle, mais ça se comprend avec le prix, surtout que la qualité derrière est excellente sur le reste, mais c'est néanmoins présent. L'autre chose, bah, l'absence quand même de prise micro et de rail, mais ça c'est un choix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après c'est un peu compliqué de lui trouver d'énormes défauts parce qu'il n'a pas de gros défauts. Après, c'est surtout l'objectif à fond. On a ce côté flou qui est présent. C'est surtout ça. Il manque peut-être, ça aurait été bien, mais je pense que c'est un choix aussi. C'est un choix qui permet de simplifier à l'utilisateur de base la facilité d'utilisation et d'avoir une priorité sur le tactile. Les fonctions, on n'a que les 3 fonctions principales, et après il faut aller chercher dans la partie tactile. Néanmoins, c'est présent. Apparemment aussi, ce qui est dommage, c'est que le logiciel est le Digix7 et pas le Digix8, et apparemment sur le 800D, au niveau tactile, c'est bien meilleur. Après, c'est bien plus cher, mais c'est bien meilleur, c'est bien mieux pensé, bien plus agréable et bien plus ergonomique surtout. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi, globalement? Bah, après, ce qui est positif, c'est sa compacité et sa légèreté. C'est aussi quelque chose qui est important. Moi, je voulais quelque chose qui soit portable et pas transportable. C'est quelque chose qui peut se mettre facilement dans une petite pochette. Vous savez, les pochettes qu'on a un peu tous là, que beaucoup de gens ont, de citer, mais que beaucoup de gens ont en fait, tout simplement pour ces papiers, etc. Et moi qui en ai une pas très très grande en soi, mais qui permet quand même de mettre quelque chose, je peux mettre ça. Et je peux mettre une petite sacoche pour mes casettes par exemple, en plus de ça. Et je peux mettre aussi les Dexo One. Donc ça reste assez compact et ça qui est bien en fait. Et en plus de ça, c'est vraiment cool parce que c'est tout petit en fait, ça prend pas de place. Et c'est ça qui est agréable. C'est qu'il est tout petit et il permet quand même d'avoir une ergonomie qui reste pas mal. C'est-à-dire que là, je sais que je peux shooter, il n'y a pas de souci. Donc c'est bien pensé, c'est complet, c'est pensé tactile, donc plus orienté pour les amateurs de photos qui ont envie d'avoir quelque chose de mieux, mais venant des smartphones. Et clairement, moi c'est le cas, et c'est exactement, clairement c'est exactement la cible en fait. Ils ont trouvé quelle cible toucher, et tous les testeurs sont d'accord là-dessus. Mais je peux le dire, je suis extrêmement satisfait de cet appareil. J'ai pas de réels gros défauts à part ceux que j'ai cités, donc le côté où on manque un peu de fonction, et c'est surtout l'objectif en roue de course, au zoom max où c'est flou, mais globalement, j'ai pas grand chose à lui reprocher en fait. Ah si, il y a un peu la chauffe en vidéo, mais au bout de 40 minutes, sachant qu'il fait 25-30 degrés, bon, ça peut se comprendre, ça aurait été bien qu'il ne chauffe pas, mais globalement, si vous pouvez vous en tenir à du 30 fps, là vous n'aurez aucun problème. Et bon, c'est un peu rare de faire une vidéo d'1 heure à la suite, pour beaucoup de gens. Moi, c'est spécialisé là-dedans, mais sinon, en soi, il peut tenir plein de petits plans, ça peut tenir très longtemps. C'est un peu ça que je peux dire. Mais oui, Canon a fait pour moi un très très bon appareil photo. Alors, ils sont réputés déjà pour la qualité des images et la qualité de l'autofocus.
Mais là, bah, je suis assez bluffé pour 450 euros d'avoir la même qualité que d'autres appareils beaucoup plus chers, mais aussi plus complets sur l'aspect extérieur, des fonctions supplémentaires qui sont pas forcément utiles à tout le monde, même pas forcément à beaucoup de gens en fait. Parce que bah, justement, en fait, le truc c'est que c'est un appareil que monsieur tout le monde, entre guillemets, adapté, enfin qui a l'habitude des smartphones, va pouvoir apprécier à sa juste valeur, parce que justement, on est sur quelque chose de tout tactile, de simple, de base à utiliser avec le mode intelligent, et si on peut spécialiser, on a même du mode HDR, on a du mode nuit, on a plein de petits effets partout, on peut régler le traitement d'image après la photo, on a le RAW plus JPEG, on a tout en fait, et c'est ça qui est vachement bien. Même en RAW, d'ailleurs en RAW vidéo j'ai même pas fait, mais ce qui fait que je dois avoir même une meilleure qualité, mais la version un peu compressée, la version MP4, est très largement suffisante pour mon utilisation, et très largement suffisante à mon œil en fait. Alors, c'est pour les plus exigeants. De ce que j'ai vu pour un autre test anglophone, un YouTuber, il avait un Sony Alpha A6100, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il a remplacé, ou une 5100, et il l'a remplacé par ce Canon. Clairement, la différence entre le 5100 et lui n'a rien à voir. Il est beaucoup plus connecté en plus de ça. Et il le trouve très fun à utiliser. Alors, il a d'autres appareils, bien évidemment. Mais lui, c'était vraiment le petit compact hybride qu'il lui fallait. En plus, en fait, pour l'accompagner pour des choses plus simples, en fait. Et pas se trimballer avec son énorme appareil. Et ce qu'il disait, et ce que beaucoup disent, c'est que justement, c'est un appareil qui est fun à utiliser. Qui est simple, qui est efficace et qui est ultra compact. Donc, bah, clairement, je suis entièrement d'accord avec ces tests. Je me suis éclaté à faire des photos. On peut l'embarquer très facilement avec soi. Et bah, pour avoir une autre personne qui l'a acheté, eh ben, il en est aussi très, très heureux. Il est très content parce qu'il a pu faire de très belles photos. Et voilà, et tout simplement. Et voilà, si vous êtes intéressé par cet appareil, alors si vous avez d'autres questions, parce que je m'y connais pas forcément, j'ai peut-être pas tout dit, déjà vous êtes bien chanceux d'être resté jusqu'à maintenant, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou même sur Twitter, comme je le redis, je suis très actif sur Twitter, donc en message privé ou directement par discussion, je serai ravi de vous répondre pour les petites questions, les petites choses auxquelles bah, je peux vous répondre, si j'ai des points que j'ai peut-être pas forcément abordés ou que je connais pas, que j'ai pas testé ou quoi que ce soit, eh bien ce serait avec plaisir que je vous répondrai. Mais clairement, c'est un appareil que je ne risque pas de changer. Je ne suis absolument pas déçu de l'appareil. Ça aurait pu, mais c'est un appareil qui est vraiment très très agréable à utiliser, que j'adore utiliser. Parfois, il est un petit peu, j'ai pas forcément envie de l'emmener parce que j'ai d'autres choses à emmener, mais j'aimerais l'avoir tout le temps sur moi, clairement. Parce que ben, je m'éclate et par rapport au Dexo One, ça m'a fait quasiment oublier le Dexo One. Je le reprends petit à petit parce que ce côté ultra compact est très très pratique sur le Dexo One. Mais le Canon reste quand même assez compact pour un hybride avec une très bonne qualité d'image. Et ce qui fait de l'avoir toujours sur soi, bah, c'est pas forcément très compliqué. Après, il faut vraiment aimer faire des photos. Mais c'est vrai que j'aime encore plus faire des photos aujourd'hui qu'avant. Et ça me permet en plus de ça d'avoir une meilleure expérience aussi par rapport au smartphone et de me faire une meilleure idée. Et de me faire une différence réelle pour mon utilisation de moi-même et pas de regarder un youtubeur faire. Bah, c'est vrai que voir la différence entre le meilleur smartphone qu'il y a sur le marché en termes de photos et un hybride, bah, il y a de la marge. Il y a beaucoup, beaucoup de marge, à part le rendu, mais au niveau détail, contraste, ça a strictement rien à voir. C'est très, très impressionnant. En tout cas, voilà, j'espère que j'aurai été complet dans mon test. J'espère que j'aurai répondu à la plupart des questions, en tout cas. Pareil, donc je vous le redis, mais vous pouvez me poser des questions. Et si vous êtes intéressé par l'appareil et que vous voulez me soutenir sans débourser un centime supplémentaire que celui de l'achat de l'appareil photo, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien d'achat et ça me fait une grosse commission pour le coup, puisque c'est un gros produit. J'ai pas l'habitude d'en mettre de si gros sur la chaîne, mais voilà, ça me permet de me soutenir. Et bah voilà, tout simplement. Et c'est pour moi un superbe appareil qui a quasiment tout pour lui, qui a l'avantage d'être surtout très agréable à utiliser en sortie de boîte. Et ça, c'est pas fait de ce que j'ai vu sur tous les tests. C'est pas à la portée de tous les appareils photo. Donc c'est un peu ce que j'en retiens, c'est que pour moi c'était vraiment le tout en un qu'il me fallait, en sortie de boîte utilisable et après pouvoir acheter d'autres objectifs sans me dire que je dois dépenser directement plus pour avoir un meilleur objectif qui va répondre à telle attente. Là il répond à toutes mes attentes précises, c'est pour ça que bon c'est pas forcément le test le plus entre guillemets objectif. C'était un test qui correspondait à mes critères, c'est pour ça que je l'ai remis en perspective. Mais c'est voilà, c'est clairement un appareil photo
que j'adore. J'adore aussi le côté ultra connecté qui est un vrai plus aussi pour moi et que je m'attendais pas forcément à retrouver. En fait, ça qui est bien, c'est que par rapport aux tests, et ce que j'essaie un peu de montrer, qu'il n'y a pas forcément dans les tests, donc c'est le côté un peu différent, que je vous conseille de regarder les autres tests en plus du mien, parce que en fait ça va compléter des choses que personne n'aborde, notamment le color picking, le système d'autofocus qui est ultra complet, le côté en fait ultra fun du tactile, parce qu'il est légèrement abordé, mais on voit pas tout ce qu'il y a en fait. Et tout simplement, voilà, il est vraiment très sympa, très agréable. Il a tout pour lui, à mon sens, pour un utilisateur smartphone qui a juste besoin de plus. Et pareil, encore une fois, la 4K, c'est bien. Naotech TV le vend très bien. Mais dans la réalité, un 1080p à 60 fps, quand on recherche la fluidité, est très largement suffisant avec une qualité qui est vraiment étonnante par rapport à un smartphone qui fait que la 4K reste assez secondaire. Voilà, j'espère que ça aurait été complet en termes de test. C'était un test un peu particulier, je sais même pas encore comment je vais faire au niveau des photos, etc. Mais c'est intéressant en tout cas à tester, ça change un peu beaucoup de ce que j'ai d'habitude. Et j'espère que si vous attendiez un peu le test, si vous étiez un petit peu intéressé en tout cas par un réflexe en partant d'un smartphone pour avoir des vraies belles photos, et j'espère que je vous aurais bien orienté pour un budget à moins de 500 euros. Voilà, sur ce, à plus tout le monde. Et puis à la prochaine pour un test un peu plus classique de smartphone ou d'écouteurs.